Bonjour à vous, je suis très contente de vous retrouver le temps d'enregistrer cette petite vidéo pour vous donner des nouvelles de la situation ici en Bretagne. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je partage tout simplement mon expérience du deuil. J'ai perdu ma sœur jumelle il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Je suis dans la deuxième année de deuil et je partage avec vous mon expérience de la solitude maintenant et de la séparation. Alors, vous êtes vraiment le bienvenu pour rejoindre cette petite communauté. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne et me suivre. Vous pouvez également utiliser l'espace des commentaires pour nous raconter votre histoire. Vous pouvez mettre un pouce sur cette vidéo. Je vous en remercie d'avance. Et sans plus tarder, je vous donne un peu les nouvelles maintenant de mes réflexions au milieu de cette deuxième année de deuil. Alors vous qui me suivez déjà depuis un certain temps, vous savez que le deuil, on passe par des hauts et des bas. C'est normal. Oui, mais comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo que j'ai postée, la mort de l'autre, le défunt, quand il s'en va, en fait, il représentait quelque chose dans sa vie. Il représentait quelque chose dans notre vie. Et quand il s'en va, il met en évidence, en fait, probablement les fragilités dans lesquelles on était déjà, mais qui étaient, on va dire, à peu près camouflées, un peu cachées parce que la personne était là justement pour faire, pour jouer soit le rôle de béquille, soit pour nous apporter de l'aide en fait, et quelque part ne pas rendre visible ce qui était déjà à l'intérieur de nous. Alors je vous laisse vraiment écouter la vidéo précédente pour savoir de quoi je parle. Mais voilà, en ce qui me concerne, c'est pas juste un deuil voilà, difficile, douloureux et compliqué. Il s'agit vraiment de la gémellité et c'est là que commence le problème. C'est pas que les autres deuils sont moins importants, pas du tout, hein, mais chaque deuil est spécifique finalement, je trouve. Même si on trouve des points communs, évidemment, dans toutes les pertes, hein, on a les mêmes choses à traverser finalement. Vous le savez vous-même parce que vous-même, probablement, vous avez perdu des personnes différentes dans votre entourage. Vous voyez bien que vous réagissez pas de la même façon. Parce que tout simplement, ça dépend de la relation que vous aviez avec cette personne défunte. Quelle était la nature de cette relation? Et donc, le fait qu'elle soit morte et que cette relation s'arrête, euh, j'allais dire brutalement, c'est-à-dire, en tout cas, de façon très raide, parce qu'il y a un jour, elle est vivante et le jour d'après, elle est morte. Donc là, c'est ça que je veux dire quand c'est très raide. Il n'y a pas de je reviens une semaine plus tard et puis tiens, j'avais oublié de dire ça, je le dis. Tiens, je pense que j'ai un peu abusé sur cette façon de réagir. Je peux venir essayer de réparer les choses. J'ai pas, par exemple, montré suffisamment d'affection. Bah maintenant, je vais être plus attentive à donner un peu plus de tendresse. Non. Quand la personne est morte, c'est pas possible de modifier quoi que ce soit. C'est pour ça que c'est tellement douloureux. Vraiment, je veux insister sur cette deuxième partie du deuil parce que souvent, bien sûr, on a envie de parler de la douleur, de la perte. Et ça, c'est évidemment le point numéro un, c'est le point central. Mais derrière ça, il y a cette deuxième partie-là, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de seconde chance, qu'il n'y ait pas de possibilité de négocier avec la vie et la mort, que les choses qui sont faites, elles sont faites et on ne peut pas revenir dessus, ça nous met face à moi j'ai le sentiment, vous voyez, je donne cet exemple, mais ça nous met face à comme un canyon. Vous voyez, quand vous êtes debout sur le rebord d'une falaise et que vous voyez le vide en face de vous. Alors même si ça vous est jamais arrivé, vous avez déjà vu dans des films ou dans des photos à quoi ça ressemble d'être à pic sur une montagne et d'avoir le vide devant soi, une énorme, je sais pas moi, une énorme vallée en face de soi, ou devant l'océan, quand on voit de très belles images parfois de grandes falaises à pic sur l'océan, ou quand on a cette image, moi je pense souvent au Grand Canyon aux États-Unis,
où on est face vraiment là, c'est vertigineux, c'est un vide énorme. Ce qu'il y a, c'est que quand la personne meurt, euh, c'est brutal à ce niveau-là. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que on est obligé de regarder vers l'avant. On peut pas, en fait, si on regarde vers l'arrière, mais en regardant vers l'arrière, en fait, il n'y a plus la vie. Euh, on sait bien qu'on peut pas agir. Donc on est obligé, malgré nous, de regarder devant. Et au moment où la personne meurt et disparaît du monde des vivants, on ne peut plus interagir avec elle de la façon dont on a l'habitude d'interagir, eh bien, il y a cette sensation de ce face au vide, ce grand canyon. Il n'y a pas le choix. Alors, il y en a qui sont très résilients, capables de rebondir ou de s'engouffrer directement dans beaucoup d'activités, etc. Et moi, ce que je vois, ce sont des gens qui sont un peu comme capables de construire un pont. Vous voyez, vous imaginez construire un pont qui vous emmène de l'autre côté du canyon et vous continuez la vie. Il y en a d'autres, si c'est en face d'une falaise, si vous êtes dans une falaise, ben, vont imaginer une corde, une échelle qui descend pour pouvoir descendre jusqu'au niveau de l'océan, embarquer sur ce bateau et continuer le cours de la vie. Et ainsi de suite. Vous pouvez prendre toutes les images que vous voulez, mais il y a des fois où on n'y arrive pas. On est bloqué sur ce surplomb-là, face au vide, et ce qu'on fait, c'est marcher le long. Alors on marche à droite, on fait demi-tour, on marche à gauche, ou bien même il y a des moments où on s'immobilise complètement. Je crois que c'est la meilleure façon que je pourrais donner, pour le moment, c'est ce qui me vient, de ce que c'est que le deuil. Quand on est encore dedans et qu'on n'arrive pas à construire ce pont, ou quand on construit, en fait, il est tellement fragile qu'il se détruit, qu'il n'est pas assez solide pour qu'on puisse vraiment marcher dessus et commencer à s'élancer dans la vie. Donc bien sûr, ça c'est une vue de l'esprit, parce que la vie, l'énergie de vie, l'énergie vitale, elle négocie pas. Quand elle est là, elle est là. En fait, nous, on a l'impression qu'on est à moitié mort, on a l'impression qu'on est moribond, mais la vie, elle négocie pas. Quand elle est là, elle est là. On est vraiment vivant. Alors, on se laisse un peu mourir, c'est vrai, on ne vit pas la vie, une vie normale, parce qu'évidemment, on n'a plus le même élan, on ne sait pas dans quelle direction aller, on n'arrive pas à vraiment comprendre ce qui nous arrive, ça nous prend du temps, donc on reste assez dans un état de sidération. Donc, on ne se rend pas compte que la vie est là. Et pourtant, elle nous soutient. Elle nous soutient parce que au lieu de nous effondrer complètement et nous rouler en boule par terre et nous laisser crever, en fait, on se relève chaque matin, on accepte de sortir du lit. Chaque soir, on accepte d'aller dormir. On accepte de prendre soin de soi malgré tout. C'est-à-dire que même si on fait pas des choses extraordinaires pour vraiment prendre soin de soi, ben, on accepte quand même le cours de la vie. La plupart du temps, on accepte quand même de s'alimenter ou de boire de l'eau parce que l'excès alimentaire n'est vraiment pas une bonne idée, mais on accepte de voir des gens de temps en temps. Enfin, on essaye, on fait du mieux qu'on peut. Quand on est dans des situations un petit peu plus exigeantes, on va être forcé quelque part d'aller quand même au travail, de faire ce qu'on a à faire parce que, eh bien, on sait qu'on va payer notre loyer. Pour la plupart d'entre nous qui ne sommes pas propriétaires, eh bien, on a cette réalité de devoir payer la facture d'eau si on veut continuer à avoir de l'eau, de payer l'électricité si on a envie de continuer à utiliser nos appareils ou avoir de la lumière. Vous voyez, c'est très basique. Je sais, je vous donne des exemples vraiment très très basiques, mais quand on est dans cet état de deuil, parce que c'est un état d'être, eh bien, on revient vraiment au niveau zéro de la vie, au démarrage de la vie. Mais on n'est pas un bébé. On sait prendre soin de nous, c'est ce que j'essaie de dire là. C'est-à-dire qu'on sait trouver de la nourriture, on sait comment s'alimenter, on sait comment se laver, on sait comment
dormir et se réveiller, on sait comment s'habiller ou laver ses vêtements. En fait, on est effectivement dans le mode survie, mais on sait le faire. Et la vie, elle est là, elle est dans ce mode survie. Donc, tout ça, on sait le faire et c'est vrai que ça nous permet de continuer à marcher sur ce fameux surplomb dont je vous parle, hein, sur le bord de la falaise, sur le bord du canyon, sur ce bord de falaise en altitude, voilà, sur cet aplomb rocheux, enfin, on peut. Mais il y a voilà, cette énorme question, c'est que la personne, quand elle est partie donc brutalement du jour au lendemain et qu'on ne peut pas revenir en arrière pour essayer de négocier, améliorer quelque chose, changer quelque chose qui nous semble être nécessaire parce que maintenant c'est trop tard, et bien on est face à soi-même. Et ce fameux vide, c'est aussi cette espèce d'effet miroir dont je vous parlais dans la vidéo précédente, cet effet miroir terrible qui nous renvoie que notre image à nous. Parce que maintenant l'autre n'est plus en face de nous, il ne peut plus donner ce qu'il donnait, il ne peut plus renvoyer cet amour, cette tendresse, cette compréhension, cette compassion. Je ne sais pas, pour moi, vous me direz dans vos commentaires, qu'est-ce que votre autre qui est mort ou morte, qu'est-ce qu'il vous apportait? Il y en a déjà un certain nombre d'entre vous qui avaient déjà exprimé ça, mais tout ce que cette personne vous a envoyé, en ce qui me concerne moi, c'était pas juste de la tendresse, de l'amour, de l'affection, de la complicité, du jeu, etc. C'était aussi des solutions. Voilà, c'est là où on commence à rentrer dans le problème. Parce qu'effectivement, tout ce qui concerne l'amour, le manque d'amour, alors effectivement, on peut commencer à travailler sur l'estime de soi. On se dit, tiens, maintenant qu'on est privé de cet amour immense, bah, il va falloir que nous-mêmes, on soit capable de remplacer ça. Et donc ça, c'est tout un chapitre, d'accord? Et c'est ce dont on parle le plus souvent, c'est comment prendre soin de soi, comment arriver à se donner de l'amour. Je sais, ça n'a rien à voir avec ce que nous donnait l'autre. On n'en a pas envie la plupart du temps. On ne sait même pas comment en faire. Mais voilà, c'est cette direction. Là, ce dont je vous parle, c'est l'autre direction. C'est quelle était la nature de la relation en dehors de la relation d'amour et d'affection? Quelle était donc la nature de cette relation? Finalement, qu'est-ce que l'autre personne renvoyait dans ta vie? Qu'est-ce qu'elle te donnait qui est maintenant privé? Tu te sens privé de ça. Et c'est là où je veux rentrer dans le vif du sujet, c'est que dans l'état de gémellité, quand on est jumeaux et jumelles, alors là, c'est la grosse dégringolade. Et encore une fois, ce n'est pas spécifique aux jumeaux et jumelles. Quand on est dans une relation fusionnelle, alors on a ce gros problème. Ce que je veux dire néanmoins, c'est que la relation fusionnelle, on peut de nouveau la remettre dans le registre de comment est-ce qu'on fait pour reprendre de l'estime de soi et développer l'amour à l'intérieur de soi. Mais quand on est dans une relation fusionnelle du type gémellaire, donc les jumeaux, on a l'habitude de travailler en équipe, d'avancer dans la vie en équipe. On ne s'élance pas dans la vie à la naissance tout seul. Parce qu'on est deux. Déjà dans le ventre de sa mère, on est deux. Être seul, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est un état d'être qui est tout à fait bizarre. Alors évidemment, à l'âge que j'ai, il y a eu énormément de moments où ma sœur et moi nous étions séparés parce qu'on n'a pas passé toute notre vie entière à vivre ensemble. Il y a des tas de nuits où je suis allée me coucher dans mon lit où ma sœur n'était pas dans le même lieu que moi, évidemment. J'ai eu une vie, j'ai même été mariée, j'ai été divorcée, j'ai vécu beaucoup de choses, ma sœur aussi. Donc bien sûr, mais ce n'est pas pareil parce qu'on sait qu'elle est là, quelque part. La relation, elle n'a pas besoin d'être physiquement devant nous pour exister. Je décroche mon téléphone, je sais qu'elle va répondre. Je lui pose une question, je sais qu'elle va me donner la réponse. Alors bien sûr, c'est pas évidemment tout de suite, mais je sais que quand il y a des urgences, quand il y a des choses vraiment qui me posent problème, des obstacles dans ma vie, auxquels je ne sais pas répondre, je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas comment faire, eh bien, elle est là pour m'aider. Donc c'est là où je vous dis qu'il y a ce problème-là, c'est que
Quand on est dans la relation de jumeaux-jumelles, eh bien, c'est plus compliqué parce que on a pris cette habitude-là. C'est pas qu'on a pris l'habitude, c'est qu'on ne sait pas faire autrement. C'est que c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Donc, on est tout le temps dedans. Et du jour au lendemain, on est privé de ça. Donc, on n'est plus fonctionnel, on n'est plus capable. Et donc, ce que je suis en train d'expérimenter, parce que ça, c'est mon histoire, hein, chaque histoire est différente. Mais dans mon histoire, il y a un problème au niveau de l'enfermement. Voilà. Quand ma sœur jumelle n'est pas en contact avec moi, je reste enfermée. Je me crée ma propre prison sans barreaux. C'est-à-dire que je suis capable de rester 2 semaines enfermée chez moi parce que je n'ai pas ce contact à l'autre qui est vivant et qui me permet de mettre un pied dehors. Alors évidemment, je suis pas pathologique, c'est-à-dire que j'ai pas le problème des gens qui savent pas ou qui ont ce problème de ne pas jeter leur poubelle, qui est une maladie psychologique. Je n'ai pas le problème non plus de ne pas être capable de sortir pour acheter à manger. Et heureusement, je suis dans un endroit où je peux pas me faire livrer des courses, donc de toute façon, je ne rentre pas non plus dans ce schéma-là. Je suis fonctionnelle. Voilà ce que je vous disais au début de la vidéo. Je suis capable d'être dans le mode survie, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Je suis capable de sortir. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en dehors des obligations de l'ordre du survie pour sortir, eh bien, je ne sors pas. Je suis capable de ne plus rentrer du tout en contact avec le monde extérieur vivant. Je suis capable de rentrer avec le monde extérieur euh, par, côté comme vous. Là, je vous parle à vous, je suis avec vous maintenant. Je suis très heureuse de passer ce moment avec vous. Bon, là, c'est un cas particulier où vous ne pouvez pas me répondre tout de suite maintenant. Vous allez le faire par écrit et plus tard. Mais on est quand même en relation. Et j'ai d'autres activités dans ma semaine qui me permettent d'être en relation en direct avec des caméras où on se parle. Parce que je suis en train de suivre une formation où on a des cours et donc on est vraiment face à face. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ces questions de deuil, petit à petit, maintenant que le temps passe, je m'aperçois en fait ce qui se cache derrière les premières grandes étapes du deuil dont on parle à chaque fois. Et je connais l'explication qu'on nous dit, le deuil, les différentes étapes du deuil. Alors quand tu es dans l'état de sidération, et puis tu as ce fameux V là, où tu descends, tu t'engouffres et tu ressors, etc. À quel niveau tu es? Bien sûr que tout ça existe. Je viens de m'apercevoir que le micro était caché par mes cheveux. Je sais que tout ça existe et je suis d'accord avec ça. Mais moi, je suis désolée de rajouter que dans l'étape du début, alors je ne sais pas dans quelle étape on est, quand on est comme ça dans ce deuil douloureux, dans ce deuil fusionnel, dans l'état de la nature de la relation qu'on a eue, eh bien, je trouve qu'il est quand même bien de préciser que à l'intérieur de ces étapes au départ, au démarrage, il y a toute cette réflexion qui peut se faire. Alors, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je suis un peu le rat de laboratoire, étant donné que je suis dans un contexte, dans une situation de vie qui fait que j'ai très très peu de contact avec le monde extérieur. Eh bien, je vis à 100% les effets du manque, du deuil donc de la personne, les effets d'introspection. Et puis, je n'ai pas vraiment beaucoup de dérivatifs, je n'ai pas beaucoup de moyens de distraction pour oublier complètement. Donc, mon introspection est excessivement forte et me permet d'aller vraiment, je pense, assez loin dans ces réflexions. Voilà, et c'est ça que j'ai vraiment envie de partager avec vous aujourd'hui, parce que je sais que vous, ben, vous n'avez pas forcément la possibilité, et je dirais même peut-être parfois tant mieux, de vivre cette introspection profonde, parce que c'est très dur et c'est très douloureux. Et je me dis que en vous partageant ça, ça va peut-être vous permettre aussi de savoir ce qui se passe, parce que ça se passe chez vous aussi. C'est juste que c'est pas dans le plus visible, c'est caché un peu derrière dans votre subconscient. J'essaye de mettre des mots sur ce qui se passe et qu'on ne sait pas forcément. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura parlé. J'espère que parler du deuil et de toutes ces étapes-là, je commence aussi à me dire que quand on parle des étapes du deuil, en réalité, je suis pas certaine que ce fameux schéma de
une étape après l'autre, une étape après l'autre, soit vraiment à 100% fonctionnel dans les 2 premières années. J'ai l'impression qu'on passe vraiment dans pas mal que ça se mélange, en fait, que c'est imbriqué. Alors, je sais pas. J'ai pas encore la connaissance de ça. Donc, je ne sais pas, mais je me dis qu'on est en train de vivre, en fait, pas mal de choses en même temps. Voilà. Donc, je vais arrêter cette vidéo-là. Je vous remercie encore de votre écoute. Je vous remercie infiniment de vous abonner à cette chaîne ou de mettre des pouces sur ces vidéos et puis de me partager avec vous votre ressenti de ce que je vous dis. Ça me permet à moi aussi de réfléchir. J'aime beaucoup vous lire. Je prends du temps à vous lire. J'aime bien vous lire de nombreuses fois, comme je le dis souvent. Je prends pas juste un message, je le lis et puis hop, je passe à autre chose. J'aime bien vraiment réfléchir à ce que vous dites et j'apprécie beaucoup l'aide que vous m'apportez par vos témoignages, vos prises de réflexion, vos prises de conscience et aussi oui de me montrer quelle voie vous choisissez vous pour vous en sortir, c'est-à-dire qu'est-ce que vous mettez en œuvre dans votre vie pour arriver à accepter cette vie qui est en nous et continuer de vivre. Et je vois que certains d'entre vous sont terriblement courageux. Ils sont capables d'aller vraiment d'aller vivre de nouveau, de nouvelles expériences aussi et d'accepter d'être à la fois en deuil, mais aussi de vivre la vie comme si c'était le premier jour. Alors vraiment bravo à vous, quoi. Je suis même épatée de ce que vous faites, hein. Je suis vraiment admirative de tout ce que vous arrivez à faire et tout ce que vous mettez en place et votre façon de parler de votre deuil et de tout ce que vous avez partagé avec moi jusqu'à aujourd'hui. Alors merci encore une fois à vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.